Conclure cette matinée, cette plénière, avec une table ronde donc sur comment décarboner le logement. Donc je rappelle pour ceux qui nous rejoignent nos trois participants donc à cette table ronde. Paul Lègue, l'architecte à l'agence Leclerc et Associés. Bonjour monsieur. Antoine Cellier, responsable pôle résidentiel à la direction du développement de GRDF. Bonjour également. Et Frédéric Carteret, président de l'UICB. Bonjour. Et merci de votre présence. Donc, vaste sujet, comment décarboner le logement. Donc, avec l'impératif climatique, la multiplication des épisodes météorologiques violents, la crise du Covid, bien sûr, la guerre en Ukraine maintenant, mais aussi, pour parler de choses un peu plus terre à terre, l'entrée en vigueur de la RE 120, les objectifs environnementaux que la France et l'Europe se sont fixés, la transition écologique et la décarbonation sont dans tous les esprits. Donc sur le plan réglementaire, la RE 2020 propulse sur le devant de la scène les matériaux biosourcés, à commencer par le bois. Elle propulse aussi l'électrification des usages. Les concepteurs, les architectes doivent, eux, de leur côté, plus que jamais, penser la ville de demain en intégrant toutes ces problématiques, pendant que l'industrie, en l'occurrence l'industrie gazière, tente de faire valoir les atouts de ces solutions renouvelables, et elle en a beaucoup, à l'heure où le gaz n'est plus forcément en odeur de sainteté. Ce qui n'est pas le cas dans cette salle, rassurez-vous, monsieur Cellier. Donc la filière bois française qui va devoir répondre à une très probable explosion de la demande, est aussi attendue au tournant par les pouvoirs publics et par les professionnels du bâtiment pour s'industrialiser comme il se doit. Donc, on va commencer par là. Est-ce que la filière bois pourra suivre le mouvement? Quelle réponse peut-elle aussi apporter aux critiques régulièrement formulées à l'encontre de ce matériau comme la résistance au feu? Je me tourne vers Frédéric Carteret, président de l'UICB. Est-ce que vous pourriez commencer par nous dresser un état des lieux de la filière bois française? Bien, écoutez, avec grand plaisir. D'abord, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi d'intervenir. Donc, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de bois ici, dans ce salon, donc c'est bien, c'est une bonne chose. Effectivement. Oui, la filière bois aujourd'hui, c'est une filière. Vous savez, il y a un ministre qui a dit, et qui était de Normandie, qui a demandé à ce que la filière bois fasse filière. Et je pense qu'on lui a répondu. Aujourd'hui, la filière bois fait filière. Et c'est vrai que c'était un enjeu de taille parce que lorsque vous voyez que la filière bois, ça va de l'amont, donc vous avez du propriétaire forestier jusqu'au charpentier, jusqu'à celui qui va mettre en œuvre, ben c'est une filière hyper large, hyper hétérogène. On a de tout, on a de l'industriel, on a du propriétaire forestier, on a du charpentier, on a de l'ouvrier. Tout ça est mélangé. Pour autant, il faut impérativement qu'on s'entende et qu'on travaille ensemble. Aujourd'hui, c'est quelque chose que nous avons mis en place. Donc nous avons deux interprofessions principales au sein de cette filière qui vraiment dirigent et coordonnent la filière. Après, bah oui, bien sûr, la filière bois, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. On ne va pas être capable de répondre à la demande. Eh bien, tout cela, nous avons systématiquement fait au niveau de la RE 2020, de toute façon, nous avons été les premiers à présenter déjà nos principales exigences et par rapport à ce que nous allions nous développer. Deuxièmement, nous avons là créé un manifeste pour présenter vraiment ce qu'était la filière. Et aujourd'hui, je pense que la filière est vraiment en ordre de marche. C'est une filière qui est mature. C'est assez étonnant parce que c'est vrai que nous sommes une filière jeune, dans pourtant un matériau qui est utilisé depuis la nuit des temps, qui lui n'est pas jeune, et pour autant c'est une filière d'avenir. Et aujourd'hui, ben, c'est un peu comme toutes les filières qui arrivent un peu à maturité, vous savez, on est un peu comme les adolescents. Voilà, ça y est, on a atteint l'âge. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes en mesure de répondre. Et c'est vrai qu'alors on pourrait, lorsque M. Brard disait tout à l'heure, moi j'aimerais que ça aille plus vite, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, et bien entendu, moi le premier, en tant qu'acteur, j'aimerais que ça aille plus vite. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître, il faut un temps à tout. Et aujourd'hui, ben, il faut un temps d'acculturation. La filière a également besoin de s'élever. On a le véritable problème de la filière bois en France, c'est pas un problème de production comme beaucoup nous disent, c'est pas un problème de produits. C'est vraiment, on a un problème en fait, c'est que nous n'avons pas d'usine. Notre vrai problème est là. Notre vrai souci aujourd'hui, c'est que malheureusement, il n'y a pas d'industrie. Il n'y a pas de grosse industrie bois en France. Donc, or, pour autant, nous sommes
quatrième forêt d'Europe, troisième pays producteur de bois en Europe. Et si vous posez la question, 80% des bois d'ingénierie sont importés. Incroyable. Pourquoi? Parce que c'est le manque d'industrie. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord qu'on fasse. Et ça, c'est quelque chose, c'est un constat qu'on a fait. Donc, dans un premier temps, on va travailler sur la réindustrialisation. Ça, c'est déjà la première chose. Pour aider les acteurs de la filière à se réindustrialiser. Et ce qui va nous permettre de pouvoir, après, développer. Et je pense que c'est vrai qu'on aurait peut-être pu gagner un peu de temps. Moi, j'aurais bien aimé aller directement à 2025. C'est sûr qu'on aurait gagné un peu plus de temps. Mais c'est vrai que cette montée en puissance est quelque chose de plutôt bien pour l'ensemble de la filière. Oui, on se souvient de la polémique sur les exports de grumes de chêne, c'est ça, des chênes qui étaient coupés en France, qui partaient en Chine pour être transformés, puis qui revenaient en France. Donc c'est vrai qu'à l'heure où on parle énormément d'empreinte carbone, tout ça est assez ironique. La décarbonation dans l'acte de construire doit indéniablement passer par le bois, donc ça me permet de faire la transition avec vous, Paul Lègle. Quand on a préparé cet échange, vous m'avez dit que vous vouliez réinsister en fait sur la connexion, la nécessaire connexion entre le territoire et sa matière première. Oui, alors une partie de la réponse, c'est ce que vous venez de citer, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus dans une filière bois de construction et une filière forêt, on est dans une seule et même filière. Nous, et moi, architecte, donc depuis 20 ans, j'ai pu voir effectivement cette filière bois se construire indépendamment de sa ressource. Et petit à petit, effectivement, s'interroger de manière de plus en plus prégnante sur l'absolue nécessité d'aller chercher le bois plus près, de faire moins de trajets, moins de transports. Voilà, de ne pas aller chercher des partenariats toujours plus loin dans le monde pour faire venir le bois, mais peut-être juste prendre celui qui est là sous nos mains. Et c'est finalement ces deux filières qui se sont rejointes, c'est la première le premier des pas. Cette notion-là, elle est importante parce que elle touche à la communication, à la manière dont la filière a su fédérer. C'est quelque chose qui n'a pas été vraiment possible pendant très longtemps. On l'a vu, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de savoir-faire. Il y a ce que j'appelle un peu les geeks du bois qui sont des gens formidables. Et ça me permet de dire qu'il y a énormément d'innovation en France, qu'on est extrêmement compétent, créatif, qu'on sait avancer et relever des défis. Par contre, on ne communique pas forcément bien et on ne se fédère pas forcément bien. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a compris, je trouve, sur ces dernières années. Et là, je voudrais parler un peu très rapidement d'un territoire qui est la vallée de l'Isère, avec un architecte donc qui s'appelle Serge Gros, qui était au CUE de Grenoble et qui du coup a fédéré tous les intervenants, c'est-à-dire les architectes, les industriels, mais aussi les élus, qui a su fédérer tout le monde autour du coup de cette nécessité de communiquer sur le bois. Du coup, ensuite, il a su s'industrialiser. Il faut savoir s'industrialiser, il faut savoir répondre à des appels d'offres, il faut savoir générer de la commande. C'est un tout. C'est assez intéressant comme ce territoire a su effectivement se transformer. C'est possible. On a les innovations, on a la créativité, on a aussi du coup ces exemples de territoire. Donc oui, c'est possible. C'est déjà la première des choses pour ne pas avoir une vision que je trouve trop sombre de la construction bois en France. Ensuite, c'est possible et il faut du coup, effectivement, j'aime bien cette idée de dire que le bois est arrivé à un stade de maturité. Quand on a commencé à faire du bois, moi, il y a 20 ans, effectivement, c'était du folklore et on était très libre, extraordinairement libre. C'est absolument exaltant. Puis à un moment, on a quand même besoin d'avoir de mettre un peu plus de sens dans notre recherche. Et du coup, sur ces 10 dernières années, on voit toutes les innovations qui ont été portées et à quel point le bois a pu évoluer et devenir ce que j'appelle un super matériau, c'est-à-dire un matériau capable de construire les villes, capable de construire tous les programmes, juste voilà, le sport, le logement, les bureaux. Et aujourd'hui, on arrive à un point où effectivement, maintenant, il faut s'interroger sur d'où vient le bois et comment est-ce qu'on fait avec le bois qu'on a, avec nos forêts qui sont
à la fois productives et charmantes, et qui nous permettent énormément. Et là aussi encore un exemple, c'est en France, on sait quoi faire d'un feuillu, on sait comment faire du lamellé-collé de hêtre, qui est extrêmement compétent. On sait faire ces choses-là. Ensuite, il nous faut encore de la commande, il faut s'industrialiser, il faut réactiver un métier qui, du coup, a été un petit peu oublié là-dedans. Parce que dans cette filière, il y a l'arbre, le métier, le matériau de construction, voilà, c'est un tout. Et pour autant, vous, en tant qu'architecte, vous le savez bien, le bois ne peut pas tout non plus. Enfin, il ne sera pas suffisant pour construire le logement de demain, qui a besoin de toute une il n'y a rien de plus angoissant que euh, d'imaginer qu'une ville va être faite avec un monomatériau. On est tout à fait d'accord. Ouais. En plus, c'est extrêmement effrayant. Pour autant, le bois a sa place, oui, évidemment. Le bois a une place énorme, oui, évidemment. Et il a même une autre place, c'est que aujourd'hui, on a besoin du bois aussi parce qu'il incarne notre conscience collective, notre conscience environnementale collective. On a pu le voir un petit peu sur la table ronde précédente. Les gens, ils ont besoin d'habiter aussi dans un logement vertueux parce que ça satisfait une part en eux. Avant, on avait besoin d'habiter dans les maisons des trois petits cochons, on avait besoin d'habiter dans la maison qui était en pierre et qui nous rassurait. Heureusement, la pierre est encore un modèle vertueux. mais aujourd'hui, en fait, la maison en bois, elle satisfait aussi quelque chose. Donc du coup, le bois, parce qu'il est étendard et parce qu'il démontre sur une histoire très récente, finalement, l'énorme progrès qu'il a fait. Et je suis assez d'accord aussi sur le fait que ce n'est pas demain que la filière va aussi encore se transformer pour s'adapter à une localité. Mais pour autant, ça va aller effectivement assez vite, cette transformation. Et ensuite, donc, du coup, voilà, le bois, évidemment, n'est pas seul. Toutes les autres filières, que ce soit le béton, sur comment est-ce qu'on va faire pour décarboner le béton, évidemment, et les recherches sont en cours, que ce soit l'utilisation de la terre, que ce soit... Voilà, il y a plein de filières qui sont à activer en parallèle. Et on le disait là aussi lors de la dernière précédente table ronde, s'il y a 70% de logements qui ne sont pas neufs, il faut s'interroger à toutes les filières. Et celle de la reconversion et du réemploi est absolument essentielle aussi. L'important, c'est qu'il n'y a pas de dogme a priori, il n'y a pas de vision nationale de ce que va être la transition écologique, et qu'on a besoin d'activer l'ensemble de ces filières. C'est l'exemple des terres du Grand Paris. Les terres du Grand Paris qui finalement deviennent un matériau de construction et qui permettent du coup de construire là aussi de manière décarbonée. Donc tout ça, c'est assez intéressant d'aller comprendre ce qui peut se passer sur les différents territoires, parce que in fine, on a besoin d'aller chercher sur les matériaux, sur les comportements, sur nous, architectes, le dessin des typologies. On a besoin d'aller chercher beaucoup de choses pour garantir cette transition écologique, et y compris une chose évidente, c'est l'énergie. On rejoint le slogan qu'on finit par connaître par cœur dans le secteur maintenant, c'est le bon matériau au bon endroit. On a besoin de tous les matériaux. Vous parliez de conscience environnementale, donc ça passe aussi, je pense, par le fait de moins consommer, de changer aussi les approches comportementales, notamment sur le plan de l'énergie. Donc ça va nous permettre de parler du gaz maintenant, le rôle que peut jouer le gaz dans la décarbonation de l'habitat. Donc la même RE 2020 dont on parle depuis tout à l'heure a exclu donc ce gaz de la construction neuve. Pour autant, la filière a encore une carte à jouer dans la rénovation et plus largement dans la performance énergétique. Et de la même façon qu'il ne faut pas opposer en fait les matériaux entre eux, il ne faut pas non plus opposer les énergies. La solution est dans la complémentarité, Antoine Sellier, et donc la solution est aussi dans le mix énergétique, le fameux. Voilà, tout à fait. Alors, moi, j'aimerais quand même lever un point très important, c'est que la RE 20 n'est pas une réglementation d'exclusion, c'est une réglementation de solution. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette réglementation ? Elle pose un cadre qui est de dire il faut construire sobre, bas carbone. Maintenant, il faut trouver les solutions. Donc nous, en tant qu'infrastructure, on travaille, on anime les maîtres d'ouvrage, on anime la filière. Il est de notre devoir, en tant qu'infrastructure et de service public, d'accompagner la filière et développer des solutions résilientes et des solutions performantes qui permettent de respecter ce cadre.
Donc nous, on a fait ce travail d'accompagnement. L'Aéro20, le moteur de calcul, il est disponible. On a accompagné plus de 60 programmes. On a fait des simulations dans le moteur de calcul Aéro20 sur des programmes qui vont sortir. Et nous, on a réussi, donc on construit un observatoire et on essaye de dresser un portrait robot du bâtiment Aéro20. Qu'est-ce que c'est le portrait robot du bâtiment Aéro20? Et alors la grande surprise, en fait, c'est que ce portrait robot, il n'est pas monomatériau, il n'est pas mono-énergie. En fait, c'est la diversité. En fait, il a quand même certaines caractéristiques. La première, c'est qu'il est sobre, donc bien isolé, plutôt compact. La compacité a un impact indéniable. Et enfin, au niveau de l'équipement énergétique, nous, on voit quelque chose qui fonctionne très bien, c'est l'hybridation des systèmes. C'est-à-dire qu'en fait, hybrider, c'est associer gaz et électricité, ou gaz et bois. On se rend compte que de coupler les énergies, ça a beaucoup d'intérêt. Ça a beaucoup d'intérêt parce que décarboner le bâtiment de manière aveugle, sans se poser la question de la vulnérabilité du système énergétique français, c'est inconscient. Enfin, on le voit bien aujourd'hui avec les crises qu'on traverse. Construire pour rendre vulnérable, ça n'a pas de sens. Donc quand on sait qu'en hiver, la consommation en France énergétique est multipliée par 5 à la consommation en été, cette réalité, elle est devant nous. Elle est là l'hiver prochain, elle est là dans les hivers qui viennent. Et c'est là où on a besoin du mix énergétique. Et nous, on est convaincus qu'en hybridant les systèmes dans le bâtiment, on va amener beaucoup de valeur au bâtiment. Parce que le bâtiment va envoyer un message simple au système énergétique, c'est de dire « je ne suis plus un point de consommation, je suis un point de flexibilité ». Et cette flexibilité, de jouer sur plusieurs énergies, ça va avoir beaucoup de valeur. Donc ces systèmes hybrides, nous on travaille avec les fabricants, on couple des pompes à chaleur et des chaudières. Économiquement, c'est intéressant, c'est compatible avec l'Aéro 2020, et puis ça fait sens en termes justement de résilience du système énergétique français. Donc voilà, donc le bâtiment, pour répondre à la question comment décarboner le logement, dans la RE20, nous, notre conviction, c'est qu'il il faut être sobre, on parle de sobriété, mais il faut être sobre et ingénieux. Et nous, on croit beaucoup au système énergétique ingénieux, voilà, en jouant la complémentarité. Alors, on peut aussi être ingénieux et on peut aussi être frugaux. Oui, je crois qu'on dit comme ça. On avait parlé de frugalité énergétique avec Antoine Stellier en préparant cette table ronde et aussi de frugalité architecturale, si je peux dire, conceptuelle, Paul Lègle. Rapidement, parce que je suis aussi le maître du temps et c'est vrai que le sujet est passionnant et il est très large, donc il va falloir qu'on accélère un petit peu. Mais comment on peut justement appliquer cette frugalité dans le logement en travaillant par exemple sur l'isolation, la densité, l'épaisseur, la hauteur du bâti, l'éclairage. Oui, alors effectivement, en fait, on parlait de bâtiments à énergie positive tout à l'heure. La première des vertus, c'est quand même de consommer moins. Et nous, architectes, on est concepteurs avant d'être prescripteurs. Et du coup, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on va dessiner des logements pour consommer moins, soit en incitant à changer les comportements. Ça, c'est l'exemple très illustratif de l'escalier en lumière naturelle. Un escalier, aujourd'hui, c'est une porte fermée, et derrière cette porte fermée, il y a un escalier qui est dans le noir. Donc on n'a pas envie de le prendre. Bon, voilà, typiquement, une chose vraiment toute bête pour changer des comportements. Ensuite, on peut agir sur les plans des logements, sur revoir ou réimaginer une autre épaisseur pour les logements qui permettrait d'avoir des cuisines en premier jour, d'avoir de la ventilation naturelle, etc. Enfin, plein de choses qui paraissent et qui sont essentielles et qui ne sont pas encore, entre guillemets, de l'énergie, mais qui sont avant la consommation de l'énergie. Et la question de l'isolation est intéressante parce que elle illustre autre chose, c'est finalement ce dont je parlais tout à l'heure, c'est cette notion de reconnecter le territoire à sa matière première. Il faut aussi territorialiser notre manière de consommer et notre manière du coup de concevoir. La question de l'isolation elle est intéressante. Pourquoi ? Parce que quand on fait par exemple un lycée dans les Pays de Loire, on est dans un climat océanique. Un climat océanique, c'est très peu de variations de température. Donc par rapport à un modèle type Passive House, qui est un modèle continental allemand avec des grandes variations, on n'est pas du tout dans la même équation. Et du coup, on fait la démonstration que c'est mieux d'avoir une inertie moyenne plutôt que d'avoir une bouteille thermos comme le modèle Passive House. Voilà typiquement une notion de territorialisation. Ensuite, sur la question du matériau, de l'isolation, on fait un projet à Montpellier.
À Montpellier, on se dit bon, il faut que le projet soit vertueux, c'est le premier projet d'une ZAC, on va faire de la paille de blé, puis on se dit que c'est quand même un peu... on se pose la question, on se rend compte quand même qu'en Camargue, il y a la paille de riz, que la paille de riz c'est un fléau, ça brûle, il faut payer pour s'en débarrasser, donc qu'est-ce qu'on va faire de cette paille de riz? Et puis finalement, c'était pas si compliqué que ça. Les quelques verrous sont tombés. On va faire de la paille de riz et tout le monde est très content. Voilà, du coup, c'est la paille de riz en Camargue, mais ça aurait pu être du lin dans le Nord. L'important, c'est de pas juste la réflexion architecturale, mais aussi urbaine, de remettre la réflexion urbaine dans le local. Oui, parce que les solutions sont déjà là ou presque là, il suffit parfois de peu de choses. Donc effectivement, la transition écologique, donc ça impliquera de reterritorialiser la matière première, de penser l'urbanisme de manière locale. Les solutions de demain, donc je viens de le dire, sont déjà là ou presque là. Les professionnels que vous représentez tous les trois sont déjà tous mobilisés. En termes de, surtout avec ce qui se passe en ce moment, en termes de conciliation de toutes ces problématiques-là, développement économique, souveraineté énergétique, lutte contre le changement climatique, je me retourne vers vous, Antoine Sellier. Dans le contexte actuel, donc, il y a un réel intérêt avec les gaz verts. Tout à l'heure, on parlait effectivement de la complémentarité des énergies pour le logement, mais il y a aussi un intérêt au niveau des villes, si je peux dire, avec la méthanisation, les réseaux de chaleur, etc. Oui, alors effectivement, au-delà de la flexibilité du logement, moi je pense qu'on est dans une période de crise énergétique très violente, et les périodes de crise, c'est des périodes d'opportunité. Donc nous, clairement, ce qu'on dit au pouvoir public, c'est qu'il faut accélérer sur les énergies renouvelables. Donc c'est vrai que là, on parle de territoire, on parle de local, et nous, en France, on a un potentiel considérable, c'est le potentiel de méthanisation. On parle bien de méthanisation de déchets, méthanisation des résidus agricoles, méthanisation des effluents d'élevage. On a un potentiel considérable. Et puis ce potentiel, vous avez écrit un livre d'ailleurs, monsieur Lègle, qui s'appelle « Le bois dont on fait les villes ». Mais nous, on a aussi le gaz que fait les villes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait du gaz avec des bouts de stations d'épuration, avec des déchets. Donc on voit que l'énergie, elle est locale, c'est du territorial. Et alors l'intérêt, c'est que le bilan carbone de ce gaz fait à partir de méthanisation de déchets, il est quasi neutre. Et en plus, on l'injecte dans notre réseau, et il n'y a pas besoin de changer les équipements dans les logements. Donc on voit qu'on a quelque chose de très pragmatique, qui, en termes de finances publiques, est assez vertueux, et en plus crée de l'emploi et développe les énergies renouvelables. Donc nous, on a quelque chose qui est génial, qu'on essaye de développer très fortement, et on trouve que les pouvoirs publics ne sont pas assez ambitieux. Parce qu'aujourd'hui, on a en 3 ans, la production en France, elle a fait x5. Il s'ouvre toutes les semaines 2 à 3 méthaniseurs en France. Il y en a 1000 projets qui sont en attente. L'année dernière, on a produit 7 TWh de gaz vert. C'est l'équivalent de la consommation de plus d'1,5 million de logements neufs. Et on peut aller jusqu'à 20% en 2030, avec des décisions très simples. En 8 ans, on peut atteindre 20% de gaz vert en France. Le gaz russe, aujourd'hui, c'est 17%. Donc nous, on a dit au pouvoir public, mais allons-y. La filière est prête. On parle de filière, là, voilà, toutes les planètes sont alignées, et je pense qu'il faut, surtout ce que vous disiez, ne pas être dogmatique. Voilà, le gaz vert, c'est une solution, et il y en a d'autres. Et il y a la valorisation de chaleur fatale, il y a l'électrification. En fait, il faut jouer sur toute cette palette. Il faut être très pragmatique, et je pense qu'en jouant sur tous ces tableaux, on arrivera à atteindre l'ambition bas carbone et la souveraineté énergétique. Donc pour nous, effectivement, oui, le gaz vert, ce sera vraiment un levier vraiment intéressant pour décarboner le logement. Ouais. Et Frédéric Carteret, on va terminer avec vous. Comment la filière bois, elle, peut participer à ce mix énergétique? Et en même temps, comment vous préparez les massifs aux enjeux de demain? Parce qu'on voit que le changement climatique affecte déjà nos forêts, et puis qu'il faut envisager l'utilisation, le recours à des nouvelles essences ou ce genre de choses. Il y a 2 questions, et là, ça va me poser donc 2 réponses complètement différentes. Et il ne nous reste plus que 5 minutes. Donc ouais, alors là, ça va devenir super rapide. La première des choses, concernant, en fait, je pense que c'est intéressant de continuer en fait sur tout le mix énergétique. Le mix énergétique, aujourd'hui, la filière bois, ça représente, il faut savoir que le bois énergie, ça représente quand même 17% aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui se fait déjà beaucoup. Il est bien évident que pour nous, au niveau de la filière,
on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la hiérarchisation des usages ou l'articulation des usages. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il est bien évident que dès l'instant qu'on construit en bois, on a beaucoup plus de connexes. Qu'est-ce qu'on fait de ces connexes? Est-ce qu'on en fait du panneau, parce qu'on a besoin de plus de panneaux? Est-ce qu'on va le travailler pour en faire du bois énergie? Est-ce qu'on va le mettre pour faire du bois de construction? Et il est bien évident que pour nous, c'est très important. Donc, aujourd'hui, la réflexion que nous avons au niveau de la filière, c'est de se dire, bon, on va essayer de hiérarchiser et de se mettre le bon connexe au bon endroit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous travaillons beaucoup sur le bois énergie. C'est une véritable solution, il faut le savoir. On peut décarboner assez facilement. Et c'est quelque chose sur lequel nous travaillons, mais pas que. Et c'est là, j'en reviens maintenant sur la deuxième partie de votre question, qui est de dire, ben oui, la filière bois, aujourd'hui, elle est consciente qu'il faut travailler sur le mix énergétique, mais elle est également consciente qu'il faut travailler sur le changement climatique. Aujourd'hui, on s'aperçoit que malheureusement, la température et les bois que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire que les forêts que nous avons aujourd'hui ne seront plus les mêmes dans 30 ans. Il faut en être conscient. Donc, il est bien évident que de toute façon, nous travaillons beaucoup. Aujourd'hui, nous avons 138 espèces différentes de bois en France, des variétés complètement différentes. On se retrouve avec des variétés qui, aujourd'hui, sont plutôt dans le nord ou le nord-est de la France, qui demain n'existeront plus. Ou alors, il faudra peut-être travailler d'autres plans. Et ça, c'est également quelque chose que nous travaillons beaucoup. Donc, on ne va pas tout mettre sur le mix énergétique, c'est-à-dire que pour nous, c'est une solution importante, bien sûr, mais également, on pense aussi à tout ce que nous devons faire par ailleurs. Et notamment, l'ameublement a besoin de beaucoup de panneaux. Donc, on a besoin de beaucoup de connexes également. Merci messieurs à tous les trois. C'est toujours un petit peu frustrant d'animer ce genre de table ronde parce que le sujet est passionnant, mais on a toujours la contrainte du temps. Est-ce qu'on a le temps de prendre une ou deux questions? Parce que je pense que l'échange étant passionnant, il doit certainement y avoir des questions dans la salle. Non? Même pas? Une? Les gens doivent avoir faim, c'est pour ça. Voilà. Bon, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir clôturer. Un, deux. Oui, bonjour, Laurent Sincé, consultant. À propos de la filière bois, le problème en France, c'était la multiplicité des petits propriétaires. On a des milliers de propriétaires, de petits propriétaires qui ne sont pas organisés. Et ce qui amène la filière des constructeurs en bois à importer leur bois. Parce qu'en France, on n'arrive pas bien à le livrer à la construction. Alors, ça, c'était avant. C'est ce que M. Lègle disait tout à l'heure. Ça, c'était il y a un peu plus de 20 ans. Aujourd'hui, c'est quelque chose... Alors, oui, 75% de la forêt française, elle appartient à des propriétaires particuliers, c'est certain. Ça, c'est une chose qui est certaine. Aujourd'hui, nous avons quand même des coopératives qui travaillent et justement qui sont là pour réunir en fait. C'est-à-dire elles vont voir 3-4 propriétaires différents et puis elles vont proposer de travailler sur un ensemble de propriétés pour aller couper du bois, pour aller le retravailler et l'envoyer chez un sieur. Donc c'est quelque chose qui se fait. C'est vrai que c'était une difficulté qui l'est encore parce que 75% de notre forêt, elle est détenue par des propriétaires particuliers. Mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, les coopératives qui sont bien implantées sur l'ensemble du territoire français le travaillent plutôt bien aujourd'hui. Y a-t-il une autre question pour Paul Lègle, par exemple, sur l'architecture urbaine ou pour Antoine Sellier sur le gaz? Ou encore sur le bois pour Frédéric Carteret? Non, pas de questions. Bon, on va conclure. Merci beaucoup, messieurs, merci beaucoup pour cet échange passionnant. Merci aussi à la salle pour son intérêt. Donc,